Et donc, si placebo avait été une pilule de talc, vous auriez 0 effet secondaire grave qui aurait fait arrêter le traitement. Donc ça veut dire que on a pris la responsabilité de perfuser des gens avec quelque chose dans lequel il n'y avait rien, mais le risque, simplement pour faire un essai, alors que vous n'auriez pas mis de perfusion du tout, pas mis de placebo du tout. Si vous mesurez juste la mort ou la charge virale, vous n'avez pas besoin de simulacre. Ce n'est pas des choses que les placebos modifient. C'est juste de l'adhésion à une espèce de mécanisme automatique qui a été imposé au fur et à mesure par l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, juste après que tout le monde se soit mis d'accord sur le fait que le remdesivir ne sert à rien, eh bien, on reçoit du ministère de la Santé, du directeur général de la Santé, une lettre qui nous dit maintenant, vous pouvez utiliser le remdesivir quand vous voulez, c'est gratuit, on en a tant que vous voulez, vous pouvez donc mettre des perfusions pendant 10 jours avec un produit qui ne sert à rien et qu'on a acheté. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, qui est un médicament que 2 milliards de personnes ont pris dans leur vie et qui n'a pas donné d'effets secondaires, à part essentiellement des problèmes oculaires quand on prend ça pendant plus d'un an. De voir cette excitation, cette peur généralisée. Je dis depuis le départ que ce qui m'inquiète, c'est la peur. Je pense qu'on a excité les gens, à les terrifier, on leur fait avoir des comportements qui sont des comportements inacceptables. Je pense qu'on risque une recrudescence du terrorisme. Il y a même des gens maintenant qui ont proposé sur Twitter d'avoir un attentat terroriste contre moi. Il y a des gens qui m'ont menacé, des gens qui menacent mon avocat. On sort d'un état social normal du fait de l'anxiété extrême que l'on développe à partir de la peur de cette maladie qui ne va pas détruire l'humanité, ni réduire de manière sensible l'espérance de vie dans ce pays. Donc il faut se calmer, il faut traiter de cette maladie normalement, il faut mettre en place les outils pour pouvoir diagnostiquer et soigner ces gens, mais il faut arrêter de manier la peur à ce niveau parce que la société va exploser si on continue comme ça. Donc il faut se calmer, il n'y aura pas des centaines de milliers de morts, des millions de morts, il faut s'arrêter. Donc ça c'est de la prise en charge médicale, et c'est avec cette prise en charge médicale qu'on fait tomber la mortalité. Et nous, les données préliminaires qu'on a sur les gens qu'on a vus en hôpital de jour sont de l'ordre de 0,6 pour 1000 de mortalité. Ça nécessite d'être consolidé comme données, mais ça veut dire que si on s'occupe des gens entièrement très tôt, eh bien, ce qui se passe, c'est que la mortalité atteint un taux extrêmement faible parce qu'on s'occupe des gens. Donc, le vrai problème, c'est celui-là. Le vrai problème, c'est maintenant de raison garder, de mettre en place au fur et à mesure que la connaissance sur cette maladie augmente, les moyens qui permettent de détecter les gens. Cliniquement, les gens qui sont positifs, souvent quand ils sont jeunes, ne sentent plus les odeurs et s'en rendent très bien compte. Les sujets qui sont plus âgés doivent être traités parce que chez eux, ce signe, malheureusement, très précieux et moins fréquent, et ils doivent être pris en charge. Il y a un certain nombre de choses à faire, mesurer leur saturation en oxygène, ils peuvent acheter petite prise d'oxygène dans les pharmacies, ça coûte pas très cher, et surveiller ça, et quand on a l'oxygène qui est en dessous de 80, je dis la même chose que la chaise, qui est d'accord avec moi maintenant, très bien. Mais quand on a moins de 95, eh bien, il faut aller à l'hôpital, se faire prendre en charge tout de suite, parce que c'est en dessous de 95, les choses peuvent aller très vite, et on peut se trouver très très vite en réanimation, et là, le pronostic est moins bon. Donc voilà, tout ça c'est de la médecine, il faut revenir à la médecine, il faut arrêter de s'affoler, il faut arrêter de crier qu'on va tous mourir, parce que ça excite les gens, c'est de plus en plus dangereux, c'est de plus en plus difficile, les gens pètent les plombs, les gens qui sont fragiles nerveusement explosent, il ne faut pas le faire. Voilà. Il ne faut pas vivre dans la terreur, c'est pas bien, il faut revenir au calme. D'accord, il faut revenir, je vous assure, on a vu plus de gens que tout le monde. Moi, je n'ai pas attrapé le Covid, je ne fais pas de prophylaxie, je me lave les mains 100 fois par jour. Je ne suis pas mort, et pourtant, je fais partie des groupes à risque, j'ai plus de 65 ans. Voilà. Donc, et j'ai pas peur, pas une seconde. Voilà.
Donc il faut arrêter, et je pense que c'est dans ces circonstances qu'effectivement, je vois maintenant des collègues qui m'insultent, enfin je ne pourrais pas imaginer, des amis d'internat, des gens que je connais depuis 35 ans, qui racontent des horreurs sur moi, mais je ne comprends pas d'où ça sort, simplement parce que ce niveau de tension est devenu, on a l'impression qu'on est dans un enjeu, on revient à l'époque que j'ai connue avant 68, des chiens d'anticommunistes contre des salauds de capitalistes, enfin, les salauds de communisme, et cette passion à ce point-là est déraisonnable, c'est du soin, de la médecine, il faut revenir on s'occupe des gens, on les soigne, la passion doit être étrangère à ça. Il y a un temps pour tout, et il y a plusieurs échelles de temps. L'échelle de temps des gens qui croient avoir le pouvoir et l'autorité scientifique, ce qui est un peu risible. Le directeur général de la santé, ou le directeur de la NSM, ou le directeur le président du Conseil de l'Ordre ne détient pas la vérité scientifique. Il détient un pouvoir de décision, éventuellement un pouvoir de nuisance, mais il ne détient pas la vérité scientifique, confondent. Et ces gens-là sont des gens qui changent régulièrement. Et donc c'est très, très intéressant. Vous voyez, l'ancien président du Conseil de l'Ordre à Marseille était un ami à moi. Bien sûr, cette histoire a été classée sans suite. Les autres ont changé, ceux-là ont décidé. Vous voyez, tout ça ne dépend pas de moi, dépend des gens qui ont été élus, qui aiment ce que je suis ou qui n'aiment pas ce que je suis. Donc je suis la quintessence de l'universitaire. Pour l'instant, c'est pas très aimé par ce conseil, c'est la vie. De l'autre côté, le directeur général de la NSM, qui est férocement opposé à l'hydroxychloroquine, dont je reparlerai, son prédécesseur, qui avait été nommé lui aussi, a fait une conférence chez moi, que je vous demande vraiment de regarder, c'est le professeur Maraninki, c'est lui qui a inventé les RTU, c'est lui qui a remis les choses en place sur les conflits d'intérêts, et si vous l'entendez, ce qu'il dit, vous ne croyez pas qu'il puisse avoir la même position que le directeur actuel de la NSM, qui fait exactement l'inverse. Donc vous voyez, c'est pas moi qui change, c'est les gens qu'on nomme qui changent. C'est bien naturel, puisque eux sont des gens qui passent. Ça n'est pas des gens qui sont la S-qualité, c'est des gens qui sont nommés ou élus. Ça n'a rien à voir. Après, il y a un autre temps qui est le temps du politique. Moi, je regrette que une partie importante du politique soit maintenant sur le même rythme de vitesse que les journalistes qui ont une vérité du jour. La vérité des jours, les journalistes ne les engagent pas. Ils disent une bêtise, 6 mois après, vous n'allez pas leur reprocher, les journalistes auraient dit une bêtise 6 mois avant, c'est leur métier. Et donc il ne faut pas les croire, il ne faut pas les suivre. D'accord ? Et le problème des politiques, c'est qu'actuellement, ils sont trop en phase avec les journalistes. Et ils oublient une chose, c'est que quand ils parlent, eux, ils sont susceptibles d'avoir, eux, une résonance de ce qu'ils disent. Ils risquent d'avoir, y compris d'être poursuivis par la justice et par l'histoire. Ce qui juge les politiques, c'est l'histoire. Et, dans les histoires de sécurité sanitaire, la justice. Vous voyez, et la justice prend son temps. Vous voyez, l'histoire du sang contaminé, c'est 10 ans après les faits. C'est long. C'est pas le temps journalistique. Les journaux ont même oublié ce qui se passait à l'époque. Vous voyez, et leur opinion, et qui disait ci, qui disait ça. Et 10 ans après, la justice, elle, est encore sur un autre rythme. Et puis la science, elle est encore sur un autre rythme, qui est, à la fin, vous savez, il y a des domaines dans lesquels moi j'ai travaillé, sur lesquels il a fallu 15 ans pour que ce que nous disions, sur la peste par exemple, soit reconnu par tout le monde. Pendant 15 ans, on s'est disputé, les gens disaient, moi j'arrive pas à refaire vos résultats. Moi. Donc le temps du journaliste, le temps du politique, le temps de la justice et le temps de la science ne sont pas les mêmes temps. On ne vit pas dans les mêmes échelles de temps. Donc moi, je vis dans le domaine de la science, mais comme j'applique mes connaissances à ce que je fais, eh bien, je suis bien obligé de me confronter à ça le moins possible avec les journalistes. En particulier, je ne supporte pas les journalistes qui sont agressifs avec moi, parce que, qui se posent des questions sur la nature de ce que je suis. Moi, j'apporte des résultats, je ne veux pas discuter de ce que je suis, ça regarde que moi. Mais on voit bien qu'il y a des temps différents. Quant à ce qui m'est reproché, je suis content qu'on ne me reproche pas d'être un mauvais docteur, mais de dire que je n'applique pas les données de la science, alors ça, quand j'ai lu les trucs, je dois reconnaître que j'ai été pris d'un fou rire.
Parce que j'ai regardé quelle était la production scientifique et des gens qui votaient ça, et puis les gens qui avaient dit ça, mais j'ai ri à un point qui est, parce que tout le monde peut le voir, mais c'est absolument, je vais le publier d'ailleurs, c'est risible. Ce que je ne tolérerai pas, encore une fois, les institutions sont les institutions, ceux qui les représentent ne sont pas l'institution, sont ceux qui représentent l'institution à un moment, et vous savez bien que ça change. Moi, j'avais dit une fois, vous savez, les ministres de la Santé, en moyenne, dans ce pays, ça dure 2 ans et demi. Donc, c'est pas définitif, ce que pense un ministre de la Santé. Ça dure le temps où il est là, puis il y en a un autre qui pense autre chose, et puis ensuite, il y aura des élections présidentielles, on verra bien qui sera le président, on verra bien qui sera le Premier ministre, on verra bien qui sera le ministre de la Santé. Et c'est pareil pour le Conseil de l'Ordre, il y aura des élections, peut-être ça donnera un enjeu de l'élection, de savoir si maintenant on peut se servir du Conseil de l'Ordre pour empêcher les gens de parler, c'est une vraie question. Le Conseil de l'Ordre est là pour régler les problèmes déontologiques entre les médecins. Moi je ne me dispute pas avec les médecins, à la différence des autres, j'insulte pas personnellement les gens, ni sur Twitter, ni à la télévision. Ça c'est des problèmes déontologiques dont théoriquement le Conseil de l'Ordre doit s'occuper. Après, le Conseil de l'Ordre n'est pas là pour me faire taire. J'ai essayé une première fois de me faire taire, c'est plus difficile de me faire taire, en particulier parce que ce que je fais, ça n'est que transmettre les résultats de ma connaissance, et que comme universitaire, bien sûr, c'est non seulement mon droit, mais c'est mon devoir. Et je continue à le faire. De toute manière, je ne vois pas comment le Conseil de l'Ordre pourrait m'empêcher de parler. Voilà, et donc je pense que ce sont les éléments qui devraient éclairer les uns les autres. Je souhaite que tout ça se termine le plus simplement du monde, une fois que les gens seront revenus à un niveau de tension normal, ils arrêteront de s'exciter sur des choses sur lesquelles on se demande même en quoi ils sont concernés. C'est chloroquine. Il y a 2 choses à voir dedans, donc, puisqu'il a semblé depuis le début que il fallait absolument... Le problème de l'hydroxychloroquine, c'est que ça empêchait le développement du remdesivir, qui est le médicament de Gilead. Alors, pour vous mettre en phase, ce médicament est un médicament qui avait été mis au point pour traiter les infections virales et qui avait été testé sur Ebola dans des études non randomisées, bien sûr, parce que c'était pas, à l'époque, c'était pas la mode, et qui ne marchait pas. Donc on a dit, tiens, on va le recycler, là, c'est pas moi, on l'a recyclé. D'ailleurs, moi, la première réunion que j'ai eue avec le conseil scientifique, il n'y avait qu'une chose à la bouche, et il faut essayer de tester le remdesivir. Enfin, qui avait déjà commencé à être testé, puisque j'ai observé, puisque j'ai vu la discussion entre le directeur de Gilead et Yazdan Pada, qui se tutoyaient en se disant, tiens, je t'ai le remdesivir. Alors bien sûr, ça venait d'une insuffisance rénale, mais ça on le savait. Donc devant moi, devant le président de la République. Donc je vois bien que c'était l'objectif. C'est comme ça que ça s'est passé. Si quelqu'un veut m'accuser de témoignage, je lui souhaite bonne chance. Donc moi j'ai essayé d'introduire ce qu'avaient fait les Chinois. Les seules données qu'on avait, c'est l'hydroxychloroquine, c'est pas moi. Après, que les gens aient essayé de faire croire que je peux avoir des rapports de conflit d'intérêts avec Sanofi, qui, au contraire, avec qui j'ai les plus grandes difficultés pour avoir l'acheminement de médicaments, c'est pas raisonnable. Et puis il n'y a qu'à regarder, il y a des mon ami Marananki, sous les recommandations de Xavier Bertrand, a fait des déclarations de transparence que vous avez entièrement, vous avez qu'à les regarder. Mais cette affaire a fait soulever incontestablement cette espèce de fanatisme pro-Gilead et pro-remdesivir a fait soulever incontestablement des questions de savoir pourquoi est-ce que tout le monde veut faire du Gilead. Ça a amené à voir que le nombre de gens qui avaient reçu l'argent en nature ou en argent par Gilead est considérable. Moi c'est pareil, à peine ai-je parlé de l'hydroxychloroquine qu'un collègue m'a téléphoné la nuit, je finis par identifier qui c'était, de manière anonyme, pour me menacer du pire si je ne retirais pas que l'hydroxychloroquine pouvait marcher avant le lundi à 8h du matin. Et donc après, je me suis rendu compte que c'est lui qui recevait le plus d'argent de Gilead. Alors peut-être que tout ça sont des coïncidences en France, donc peut-être que tout ça sont des coïncidences. Mais oui, c'est des coïncidences, moi je ne suis pas complotiste, mais c'est des coïncidences qui finissent par être troublantes. Donc il y a quand même un rôle là... dont je ne connais pas exactement l'importance, dont il faudrait bien que le pays se préoccupe et faire appliquer les lois, et que dans les temps à venir, le pays se préoccupe de faire des lois qui soient aussi rigides pour les praticiens qu'elles le sont pour les hommes politiques, par exemple, pour lesquels on a régulé ça. D'accord ? Et donc, on voit que les conséquences de ça sont une colère considérable. Beaucoup de gens qui sont, d'ailleurs, des collègues qui sont en colère contre moi, sont dans cette situation, qui est facile à regarder sur Eurofondoc.
de gens qui ont reçu, y compris cette société, la Société de pathologie de langue infectieuse française, qui est subventionnée de manière très très élevée par Gilead. Et vous savez, ceux qui disent « Oh non, non, mais c'est juste de la bienveillance », tout ça, ils oublient cette réflexion de Milton Friedman, qui est un prix Nobel d'économie, qui dit « Il n'y a pas de repas gratuit, ne croyez jamais, quelqu'un qui vous invite à dîner n'a rien à vous demander en échange ». C'est pas vrai. Alors quand là, c'est pas vous inviter à dîner, mais si vous donnez des sommes pareilles, c'est qu'il attend quelque chose en échange, et il a eu. Parce que quand même, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie, pour faire un film d'horreur. C'est que, vous voyez, ça c'est un papier de Science du 23 octobre. C'est un journal américain, c'est le meilleur journal scientifique américain. Ils ne sont pas suspects quand même de ne pas aimer les produits américains. Et donc ils disent, voilà, tous ces essais étaient très très importants. Tous ces essais, on sait depuis février que ça ne marche pas, le remdesivir. Mais là, c'est octobre. Hein. Ils disent, voilà, tous ces essais sont très importants parce qu'ils ont enfin montré que le remdesivir ne marchait pas quand même. Hein. Donc ça, c'est en octobre. Et en octobre, le même mois, la Commission européenne achète pour 1 milliard de remdesivir. On sait que ça ne marche pas. Et le remdesivir, pour mettre ça en perspective, c'est un produit qu'on donne par voie intraveineuse. Les voies intraveineuses pendant 10 jours, d'accord, ça donne au moins 5% de complications graves. Thrombose, peut-être encore plus dans cette maladie dans laquelle on a des troubles de la coagulation, septicémie. Alors, on ne fait pas une perfusion pour rien. La perfusion, c'est un acte agressif, en particulier si on ne fait pas une perfusion d'une demi-heure. On fait une perfusion pendant 10 jours, c'est un acte agressif. D'ailleurs, il y a une véritable question qu'on va poser au comité d'éthique, c'est est-ce qu'il est éthique de faire des placebos par perfusion, c'est-à-dire de mettre à quelqu'un une perfusion alors qu'on sait qu'il n'y a rien dedans et qu'il prend des risques alors qu'il n'a aucun bénéfice à en tirer. C'est très grave de faire ça, puisqu'on sait que c'est dangereux. Et d'ailleurs, quand on regarde l'étude du New England qui disait que le remdesivir était un médicament merveilleux parce qu'il diminuait le temps d'hospitalisation, on voit qu'il y a 10% des gens qui avaient un placebo qui avaient des effets secondaires graves qui ont dû faire interrompre le traitement. Et donc, si le placebo avait été une pilule de talc, vous auriez 0 effet secondaire grave qui aurait fait arrêter le traitement. Donc ça veut dire que on a pris la responsabilité de perfuser des gens avec quelque chose dans lequel il n'y avait rien, mais le risque, simplement pour faire un essai, alors que vous n'auriez pas mis de perfusion du tout, pas mis de placebo du tout. Si vous mesurez juste la mort ou la charge virale, vous n'avez pas besoin de simulacre, ce n'est pas des choses que les placebos modifient. C'est juste de l'adhésion à une espèce de mécanisme automatique qui a été imposé au fur et à mesure par l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, juste après que tout le monde se soit mis d'accord sur le fait que le remdesivir ne sert à rien, eh bien, on reçoit du ministère de la Santé, du directeur général de la Santé, une lettre qui nous dit maintenant, vous pouvez utiliser le remdesivir quand vous voulez, c'est gratuit, on en a tant que vous voulez, vous pouvez donc mettre des perfusions pendant 10 jours avec un produit qui ne sert à rien et qu'on a acheté. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, qui est un médicament que 2 milliards de personnes ont pris dans leur vie et qui n'a pas donné d'effets secondaires, à part essentiellement des problèmes oculaires quand on prend ça pendant plus d'1 an. Donc, si vous voulez, il y a quand même là un problème de fond, qui est la raison pour laquelle nous, on a porté plainte, et puis j'irai jusqu'au bout. Il y a un autre problème que je veux comprendre, c'est pourquoi l'ANSM n'a pas donné l'autorisation de poursuivre l'essai Discovery qui avait été commencé, pour lequel l'INSERM recommandait qu'on reprenne l'essai Discovery, mais j'ai les documents qui montrent ça, alors qu'on avait compris qu'il n'y avait aucune toxicité. Donc, il y a un vrai problème de l'obsession du remdesivir, qui a tourné une contre-obsession contre l'hydroxychloroquine, et qui, nous, encore une fois, on a traité, je ne sais pas combien, maintenant 10 000 personnes avec l'hydroxychloroquine, rien vu du tout. Enfin, on le savait, 2 milliards de gens avaient pris ça. Moi, j'ai pris la chloroquine quand j'étais petit en Afrique. Si d'ailleurs une espèce d'un de mes collègues dit c'est affreux, j'ai convaincu les Africains de prendre de l'hydroxychloroquine. Les Africains, d'abord, c'est honteux de penser que les Africains ne pensent pas par eux-mêmes. C'est les gens.
celui qui a dit ça n'a pas le niveau de Muyembe, qui a à la fois éradiqué la variole dans son pays, découvert Ebola, qui maintenant est en prise, en lutte avec, parmi les plus grandes épidémies, le choléra, Ebola, qui est une star de la science mondiale. Il n'est pas du niveau de Mboup, qui a participé à la découverte et à la prise en charge de l'infection par HIV2 au Sénégal. Il n'a pas le niveau de publication de Cher Sortna, qui fait partie de notre unité au Sénégal. Donc cette vision-là, c'est une vision de Tintin au Congo. Là, non, mais il faut arrêter. C'est pas Tintin au Congo, c'est fini, c'est une autre époque, ça, c'est les années 20, c'est fini. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire, écoutez, les Africains ne sont pas capables de décider par eux-mêmes, c'est Didier Raoult qui... Je ne suis pas Tintin, et on n'est plus à Tintin au Congo, là. Hein. Donc les Africains, ils se foutent de nous, parce que les Africains, ils utilisent l'hydroxychloroquine, comme tous les pays tropicaux, et la chloroquine et ses dérivés, depuis des décennies. Et quand on leur dit c'est un médicament qui, en 10 jours, 10% des gens qui le prennent, ils rigolent, mais alors ils rigolent comme des fous. Hein. Donc il faut faire attention, là encore, pas se laisser emporter par ces folies, là, ces passions, et rester à un niveau raisonnable, parce qu'on a dépassé là, les niveaux raisonnables, et là encore, une fois, à partir du moment où moi je suis mis en cause de manière nominale, bien sûr je porterai plainte, et vous savez, ces plaintes dureront le temps qu'elles dureront. Et ça, c'est vraiment des phénomènes qui sont à la fois racistes et diffamatoires, enfin, qui ne sont pas acceptables. C'est absolument pas acceptable. Donc voilà où on en est. Il y a, encore une fois, je confirme, quoi que disent un certain nombre de journalistes mal informés, qu'il y a à peu près 4,5 milliards de gens qui vivent dans des pays dans lesquels c'est recommandé ou accepter de traiter le Covid par de l'hydroxychloroquine, et qui ne sont pas plus bêtes que nous. Il faut arrêter, c'est du racisme brutal. Hein. Il faut arrêter, et que d'autre part, il y a plus de 100 études qui ont été publiées actuellement sur l'hydroxychloroquine, et ça continue. Nous, notre dernière étude publiée, celle sur les EHPAD, où on montre qu'on diminue la mortalité par 2 en les traitant par hydroxychloroquine plus azithromycine, on passe de 27% à 13% de mortalité. C'est publié, c'est online, tout le monde peut y accéder, donc il faut arrêter les gens qui ne publient pas. Je suis, avec mon équipe, ceux qui publient le plus dans le domaine du Covid-19, de loin. Ceux qui sont derrière nous, l'équipe qui est derrière nous, c'est l'équipe des jeunes de RL qui est très dynamique, parce que cette histoire d'anosmie a bien entendu mobilisé les énergies et qu'ils représentent l'avenir. Ces gens sont jeunes, dynamiques, pleins de jus, et sans a priori, ils sont en train de découvrir une partie de l'atteinte des nerfs olfactifs, ce qui nous permettent de sentir les odeurs, et gustatives, ce qui nous permettent de reconnaître les goûts. Ils font un travail magnifique, merveilleux, et ils publient. Bien sûr, la science, c'est pas de parler à la télévision, la science, c'est de faire des publications dans les meilleurs journaux, et nous, je peux vous dire, on a publié dans tous les meilleurs journaux de maladies infectieuses, 100%. Donc, faut arrêter. Il y a ceux qui font de la science, ceux qui, à un moment ou l'autre, s'autorisent ou pensent qu'ils ont une autorité qui les autorise à dire la science, mais la science ne se fait pas comme ça n'est pas la pratique scientifique, et ça n'est pas le temps scientifique. Le temps scientifique, il est sédimenté par la réalité de la production scientifique vérifiable, et pas autre chose. Et pour finir, de manière à ce que un certain nombre de calomnies qui se diffusent, pas officiellement, parce que je pense que les gens ont raison de se méfier. Bien sûr, nous allons faire ce que la plupart des gens ne font pas, nous allons mettre à disposition pour toutes les équipes scientifiques qui voudront notre première énorme étude sur 3700 personnes pour que les gens puissent aller regarder toutes les données, y compris fouiller des données que nous n'avons pas fouillées, vérifier nos données, parce que bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est que ce que l'on dit soit vrai, parce que le principe de la science, surtout à mon âge, j'ai fait 3500 publications, je ne vais pas m'amuser à faire des publications fausses, je ne vois pas très bien le bénéfice que j'en tirais, c'est idiot. Donc ce qu'on veut, c'est que ce qu'on dit soit vrai et stable dans le temps, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'avenir qui m'intéresse, c'est pas aujourd'hui que les uns et les autres soient en colère, ça m'est égal. Donc, encore une fois, il faut se calmer, il faut revenir à la raison, il faut laisser la place à la science, de la science aux scientifiques, aux gens qui font de la science, praticiens de la science, la médecine aux praticiens de la médecine, d'accord, il faut se calmer, il faut ramener tout ça à un niveau de tension qui soit raisonnable, parce que je trouve que les signes que je vois associés maintenant à cet état de tension sont inquiétants. Donc c'est pas l'épidémie, moi, qui m'inquiète, c'est l'état de tension de la société qui est trop stimulé, trop inquiète. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. Je suis beaucoup plus inquiet
pas Mathieu Trinquet, qu'il y ait des gens qui commencent à écrire qu'il faut envoyer une voiture bélier pour me tuer, que j'ai peur de mourir de Covid. Hein. Donc il faut faire attention, il ne faut pas manipuler trop la peur des gens. Il ne faut pas le faire, c'est très dangereux.